Dans ma dernière vidéo, j'ai rappelé que les mots femme et homme et tous les autres mots qui servent à distinguer les hommes des femmes servent traditionnellement et communément à spécifier le sexe des humains, c'est-à-dire une notion qui intéresse l'immense majorité des gens, et non pas leur identité de genre, une notion qui n'intéresse qu'une minorité de personnes. Étant donné que le sexe intéresse la majorité des gens, on doit pouvoir continuer d'y faire référence sans tabou et garder les mots qui servent justement à ça. En concluant la dernière fois, j'ai dit qu'il n'y a pas de raison que les promoteurs de la langue inclusive aient l'autorité sur la façon dont tout le monde utilise le langage. En complément, je vais expliquer ici pourquoi il me paraissait important de faire remarquer ça. C'est tout simplement parce que ceux à qui j'ai eu affaire se considèrent manifestement investis d'une telle autorité. La dernière fois, j'ai dit que ce n'est pas un problème si ceux qui accordent de l'importance à la notion d'identité de genre proposent des nouveaux mots pour en parler. Notez bien le verbe que j'utilise. Ce n'est pas un problème si on propose des nouveaux mots. Des mots que les gens sont libres d'utiliser s'ils veulent faire référence à l'identité de genre. Mais si plutôt que de proposer, on impose à tout le monde les changements que suggèrent les promoteurs de la langue inclusive, sans possibilité de discussion, si on impose à tout le monde de s'intéresser à la notion d'identité de genre et de s'y intéresser continuellement, en y faisant référence quotidiennement par le langage, ça devient une contrainte excessive et ça n'a plus rien à voir avec l'inclusion. Ce qui est particulier, c'est que les militants pour ces changements-là, ils mettent de l'avant la prémisse que les humains ont besoin de mots pour nommer les réalités importantes pour eux. Et bon, ça les mène à vouloir établir des mots, entre autres, pour nommer l'identité de genre non-binaire. Ça, je vous rappelle que ce serait l'identité de genre de quelqu'un qui ne s'identifie ni au genre masculin ni au genre féminin. Mais malgré leur prémisse de départ, ça n'a pas l'air de les gêner de priver tout le monde de la possibilité de nommer le sexe, en dépit que c'est une réalité importante pour la majorité des humains. En plus de tous utiliser des nouveaux mots pour nommer l'identité de genre non-binaire, il faudrait que nous détournions de leur sens les mots qui servaient auparavant. Non, je ne devrais pas dire qui servaient auparavant, qui servent encore aujourd'hui à spécifier le sexe des personnes. Il faudrait qu'on détourne leur sens pour en faire plutôt des mots qui servent à nommer l'identité de genre masculine et l'identité de genre féminine. Ces militants-là, ils ne font pas que proposer des changements tout en étant ouverts à la discussion et au point de vue des autres. Ils veulent imposer à tout le monde de parler selon leurs injonctions. Pour corroborer ce que je dis, je vous invite à lire le dernier paragraphe d'une entrevue avec Florence Ashley, publiée dans Le Devoir. Vous avez un lien pour l'entrevue dans la description de la vidéo. Alors, Florence Ashley, c'est une personne militante pour une langue qui inclurait des références à l'identité de genre non-binaire. Et vous constaterez que sa position est ferme à l'effet que la position conservatrice n'est pas acceptable. Je suppose que la position conservatrice, c'est celle qui propose de garder les règles de grammaire telles qu'elles sont et de conserver le sens des mots déjà existants. Bref, à ses yeux, la position conservatrice n'est pas acceptable. C'est ce qui est dit explicitement dans l'entrevue. Et petite parenthèse, même à supposer que ce soit une position que l'on peut qualifier de conservatrice, de garder les règles de grammaire et le sens des mots comme ils sont,
Je vous rappelle que dans une société libre et démocratique, être conservateur, c'est censé être permis. Mais bon, si vous lisez l'entrevue, vous verrez qu'Ashley dit ne pas voir ce que ça enlève à la majorité d'adopter les changements de langage proposés. Alors ça, je l'ai expliqué dans ma vidéo précédente, ça nous enlève la possibilité de référer à quelque chose d'important pour nous, c'est-à-dire le sexe. En plus, ça nous obligerait à modifier considérablement notre langage au quotidien pour faire référence à des choses auxquelles on ne devrait pas être obligé de s'intéresser. Laisser s'exprimer ceux qui revendiquent une identité de genre, c'est une chose. Obliger tout le monde à en parler continuellement, c'en est une autre. Bon, comme je le mentionnais aussi la dernière fois, je viens de vous parler de Florence Ashley. J'ai aussi récemment assisté à une conférence d'une autre personne militante pour la même cause, Philly Drouin. Philly Drouin qui a écrit un livre qui s'appelle « Des mots pour exister ». La conférence portait justement sur son livre qui présente un nouveau vocabulaire en grande partie axé sur la notion d'identité de genre. Et mon expérience lors de la période de questions de cette conférence et dans les jours qui ont suivi la conférence a été assez éloquente. Entre autres, moi, j'ai profité de la période de questions pour faire valoir à peu près le raisonnement que j'ai exposé dans ma dernière vidéo sur l'importance de la référence au sexe pour la majorité des gens et sur le droit de refuser le vocabulaire proposé dans le livre de Philly Drouin, qui est pour ainsi dire un vocabulaire idéologiquement orienté. Suite à ça, j'ai été injuriée sur Facebook par plusieurs personnes, soit qui avaient aussi assisté à la conférence, soit qui se sont fait passer le message que j'avais supposément fait subir de l'intimidation à Philly Drouin. Je n'ai intimidé personne, j'ai simplement donné des arguments pour appuyer mon désaccord avec des changements de langage proposés. Et je l'ai fait au moment opportun, c'est-à-dire la période de questions, après avoir levé la main et attendu qu'on me donne la parole. C'est une façon d'agir parfaitement légitime dans une société démocratique, exprimer un désaccord. Mais le message qu'on m'a envoyé était clair. Soit j'accepte les changements proposés, soit je suis une mauvaise personne. Et quand je suis intervenue durant la période de questions, j'ai aussi spécifié que je refuse de m'identifier comme cisgenre. Une personne cisgenre, ce serait une personne dont l'identité de genre correspond au sexe qu'on lui a assigné à la naissance. Eh bien, moi, je n'ai pas ça, une identité de genre. J'ai assez d'avoir un sexe. Et mon sexe, il ne m'a pas été assigné à la naissance. Il est une réalité qu'on a simplement constatée. Eh bien, j'ai été injuriée par des fans de Philly Drouin à cause de ça aussi. Où je veux en venir avec ça, c'est que non seulement on serait obligé de parler explicitement de l'identité de genre des personnes qui considèrent en avoir une, comme par exemple celles qui s'identifient comme non-binaires, mais chacun d'entre nous serait aussi obligé d'endosser la notion d'identité de genre pour lui-même, de parler de lui-même comme s'il avait une identité de genre. Bref, il n'est pas question de proposer, il est question d'imposer. Les militants pour la langue inclusive, en tout cas ceux à qui j'ai eu affaire, ne montrent aucune ouverture au point de vue des autres. Ils ne montrent aucune tolérance face au désaccord. Oh, bien entendu, ils cherchent à montrer de l'ouverture et de l'indulgence, en précisant qu'ils comprennent que ça prend un certain temps pour apprendre des nouveaux mots, des nouveaux accords, pour adopter des nouvelles habitudes.
Ils disent qu'ils n'en veulent pas à ceux qui ne sont pas encore informés des changements, ni à ceux qui font des erreurs tout en étant prêts à se corriger, mais leur indulgence, elle s'applique strictement à ceux qui acceptent de se conformer à leurs injonctions et qui ont besoin de temps pour y arriver. À leurs yeux, la position qui est la mienne, c'est-à-dire pour faire court, j'ai entendu, j'ai compris, et j'ai des raisons de ne pas me conformer aux règles langagières que vous proposez, ça, à leurs yeux, ce n'est pas une position acceptable. Je vous donne un troisième exemple précis de personne militante pour corroborer ce que je dis. Une personne militante pour la même cause du nom de Nick Coursy. Vous pouvez écouter une conférence de cette personne en cliquant sur un lien dans la description de la vidéo. Et on retrouve les mêmes propos, pour ainsi dire. On doit accepter le nouveau vocabulaire et les nouvelles règles de grammaire qui sont proposées. On a le droit de se tromper en essayant, mais pas celui de formuler des objections, encore moins celui de refuser de se conformer. Comme je le disais la dernière fois, les promoteurs de la langue soi-disant inclusive aiment beaucoup servir comme argument que la langue évolue. Et ce serait censé suffire à prouver qu'on doit accepter les changements qu'ils proposent sans remise en question. Ces militants-là, ils rejettent l'autorité des dictionnaires. Remarquez qu'ils rejettent l'autorité des dictionnaires, sauf quand les dictionnaires vont dans leur sens. Parce que si vous écoutez la conférence de Nick Coursy, vous allez remarquer qu'il dit que maintenant que le néopronom « yel » est dans le dictionnaire, on n'a plus d'excuses pour ne pas l'utiliser. Ceci dit, que le dictionnaire définisse le mot femme comme femelle adulte de l'espèce humaine ou encore comme humain de sexe féminin, ça n'a pas l'air de l'influencer parce que Nick Coursy présente le mot femme comme référent à une identité de genre. Donc bref, le dictionnaire a de l'autorité, mais seulement quand le dictionnaire va dans son sens. Mais passons. Donc, manifestement, aux yeux des militants pour la langue inclusive entre guillemets, les dictionnaires n'ont pas à avoir d'autorité, ni l'étymologie des mots, ni leur sens traditionnel, ni même le sens qui leur est communément attribué. Les organisations comme l'Académie française ou l'Office québécois de la langue française non plus n'auraient pas à avoir l'autorité sur la façon dont tout le monde utilise le langage, parce que, la langue nous appartient et on peut la faire évoluer. Je pose à nouveau la question que j'ai soulevée dans la conclusion de ma dernière vidéo. Pourquoi est-ce que eux, les militants de la langue inclusive, seraient investis de cette autorité qu'ils refusent à peu près n'importe qui d'autre? Ils n'ont pas à avoir cette autorité-là. Ils ont raison de dire que la langue évolue, mais elle doit évoluer parce que les gens adoptent des changements, pas parce qu'une minorité décrète que les mots changent de sens pour tout le monde, ni parce qu'une minorité décrète qu'un nouveau vocabulaire et des nouvelles règles sont désormais à appliquer par tout le monde. Bien entendu, ils ont le droit de chercher à influencer l'évolution de la langue en proposant des changements, mais tous les autres ont aussi le droit de chercher à influencer l'évolution de la langue, que ce soit en argumentant contre les changements proposés, comme je fais, ou en proposant d'autres changements. La langue appartient à tout le monde. Et si on cherche à faire évoluer la langue pour favoriser les intérêts des humains, tous les humains doivent pouvoir faire valoir leurs intérêts à cette fin-là. En conclusion, ajouter des nouveaux mots pour parler des identités de genre, il n'y a pas de raison d'y voir un problème. Par contre, quand on exige d'ajouter un genre grammatical neutre afin de représenter dans le langage ceux qui revendiquent une identité de genre non binaire,
On confond l'identité de genre et le genre grammatical. Je mentionnais ça la dernière fois. Ce sont deux concepts différents. Et la prochaine fois, je vais développer là-dessus. Selon moi, il ne faut pas faire du genre grammatical une question d'identité ni une question politique. Mais j'y reviens la prochaine fois.